Ok, c'est parti. Ouais, bah peut-être pas non, mais bon, c'est vrai que je vais peut-être pas penser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier réglementation drone. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je vous remercierai du coup de pouvoir couper vos micros le temps de la présentation et lors des questions, des temps d'échange, on pourra les rouvrir à ce moment-là. Merci beaucoup. Moi, mais bon, je vous en prie, c'est votre travail. Hein. J'ai un webinaire qui va commencer et il faut... Alors pour information, la session est enregistrée et vous pourrez avoir accès au replay ensuite. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. On va attendre quelques instants le temps que les derniers inscrits puissent se connecter. Et puis, nous allons pouvoir commencer sur cet atelier réglementation drone. Je vous remercierai du coup de pouvoir de couper votre micro le temps de l'intervention et puis de les rallumer pour la session de questions-réponses ensuite. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour donc l'aspect conversation pour pouvoir poser vos questions également en cours sans aucun souci. Je propose d'attendre encore 2-3 minutes avant de pouvoir commencer. Il reste encore quelques personnes. Je fais le webinaire, je m'ouvre. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Pour les derniers venant d'arriver, on patiente encore 2 à 3 minutes grand maximum, le temps que les dernières personnes puissent s'inscrire, puissent se connecter plutôt. Et puis nous allons pouvoir commencer très rapidement. Je vous remercierai du coup de pouvoir couper votre micro durant la session et puis de le rouvrir à la fin pour les questions d'échange-réponse. Et n'hésitez pas à poser également vos questions dans le chat en parallèle. Merci à tous.
Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cet atelier réglementation drone porté par le Centre d'innovation drone Normandie et présenté du coup par Abbott. Merci à tous pour votre connexion. Je pense que certaines personnes se connecteront en cours. Objectif du coup de cette session, forcément échanger autour de la réglementation drone et en termes d'organisation logistique, je vous propose de pouvoir couper vos micros. On le fera sinon en session et de ne pas hésiter à poser vos questions en cours par le chat, par la conversation disponible. Et on aura une session de questions-réponses en fin de session dans tous les cas. Je laisse la parole aux experts du coup du côté de Abbott pour la présentation un peu du CIDN et puis ensuite de venir sur le cœur du sujet. À vous du coup, Julie. Merci Samuel. Bonjour à tous. Julie Guéville, directrice Abbott. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée d'Hervé Collet et d'Adrien Seguin, qui sont nos formateurs instructeurs qui vont pouvoir échanger avec vous après. Donc, merci de nous rejoindre pour ce premier atelier réglementation. Donc, nous aurons certainement d'autres ateliers à mener dans l'année, mais on va déjà aujourd'hui commencer par un état des lieux voilà, un petit peu plus général. Il y a pas mal de confusion, de choses un peu complexes. Voilà, l'objectif, c'est de dire un petit peu aujourd'hui ce qui est, où nous en sommes et ce qui est à venir. Voilà, n'hésitez pas à poser effectivement vos questions dans la conversation et on pourra y répondre tout à la fin de ce webinaire. Donc, on se donne voilà, une petite heure à 13 heures. Voilà, on aura terminé. On fera la présentation là jusqu'à 12h35 à peu près. Et ensuite, on aura 20-25 minutes de questions-réponses. Voilà, donc je vais d'abord commencer par dire un mot sur le centre d'innovation Drone Normandie, pour laquelle on est membre fondateur, donc avec également la société 76, Le Havre Seine Développement NAE, donc avec Samuel qui est avec nous, Polydrone, Roi 7 et l'Université du Havre. Donc, le Centre d'innovation Drone Normandie, c'est une association qui est existante depuis 2-3 ans, voilà, pour fédérer les acteurs normands et la robotique mobile, aérienne, terrestre et maritime. Donc, l'objectif, c'est vraiment de coordonner et d'animer la filière pour développer l'activité drone sur le territoire normand, faire de ce territoire aussi un territoire d'excellence et de vraiment soutenir la filière, donc avec les différents acteurs de la région qui sont très différents, qui ont chacun leurs compétences et leur savoir-faire. C'est vraiment l'objectif de structurer et de faire rayonner un petit peu la région à travers les activités locales. Donc ça avance surtout sur 6 axes. Donc on a la mutualisation notamment d'équipements entre les partenaires, que ce soit le matériel ou les ressources humaines aussi. L'expertise, puisque chacun aussi, on a des membres qui ont des expertises dans différents domaines, donc ce qui permet aussi de se compléter par rapport à ça. La recherche et développement pour mener aussi de nombreux projets, donc notamment avec l'Université du Havre, pour aller sur l'expérimentation et l'innovation. La visibilité, bien sûr, pour donner voilà, plus de visibilité à tous nos acteurs régionaux par rapport aussi aux autres pôles qu'on peut avoir en France. Les expérimentations, bien sûr, des cas d'usage innovants. Il y a pas mal de sujets qui sont en cours et puis on travaille à de nouveaux projets. Et enfin, l'aspect formation, bien sûr, comme on va le voir même aussi un peu plus loin dans ce webinaire, qui est un aspect important pour le drone. Voilà quelques acteurs du CIDN. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de membres. Et voilà, on est prêt à accueillir de nouveaux membres quand vous le souhaitez. Il suffit de nous écrire pour bénéficier de ce réseau. Voici quelques exemples de réalisations qu'on a pu faire au sein du CIDN, comme la lutte anti-drone ou la qualité de l'air, donc qui sont des sujets nécessaires sur lesquels on doit avancer. Et le fait de collaborer tous ensemble, ça permet d'avancer plus vite, d'être aussi compétitif, mais par rapport aux autres régions françaises, mais aussi par rapport à l'Europe et pour gagner en visibilité et en moyens. Enfin, donc on est situé au Havre, l'aéroport d'Octeville,
évidemment. Il y a aussi la possibilité d'avoir un terrain d'entraînement là-bas qu'on peut mettre aussi à disposition moyennant quelques conditions. Et donc, les locaux là, vont arriver cette année, sûrement à la rentrée officiellement. Quelques membres qui s'installent également là-bas. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre et nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité du Centre d'innovation Drone Normandie. Alors, nous, à Bot, on est situé à Rouen, enfin, Esnoville exactement. On est existant depuis 2007. On fait partie du groupe SMT2. Certains d'entre vous connaissent certainement la marque Studio Sport, qui était plutôt la marque originale du groupe sur l'activité grand public ou audiovisuel. Et nous, sur Abbott, on est vraiment focus sur l'activité professionnelle B2B. Et on est également donc centre de formation et référent réglementaire, ce qui justifie un petit peu notre présence voilà, aujourd'hui. Donc, on a plusieurs secteurs d'activité sur lesquels on revend donc, tout un tas de solutions professionnelles, du drone aussi au logiciel, etc. Donc, on intervient sur le BTP, la construction, sécurité publique et privée, l'inspection, mais aussi on va retrouver l'agriculture, l'énergie, voilà, tout ce qui nécessite en fait ces moyens d'innovation sur les métiers d'aujourd'hui. Donc, on est multimarque, bien sûr. On propose principalement le leader chinois des produits DJI, hein, que tout le monde, je pense, connaît. Mais on travaille aussi avec des marques françaises comme Hexadrone ou Parrot, et puis d'autres marques d'accessoires et de logiciels avec Pix 4D, UGCH, etc. On a des drones thermiques, autonomes, agricoles, maintenant de livraison aussi. D'ailleurs, il y a des sujets d'innovation avec le CIDN et les drones de livraison. Voilà, on essaye de fournir un petit peu la boîte à outils complète entre le produit et le service à tous nos clients professionnels, quel que soit leur secteur. Donc, si vous avez des questions voilà, aussi techniques, de produits, de solutions globales, on est bien sûr à votre disposition. On a toute une équipe d'experts métiers également qui est là pour y répondre. Donc, j'avance sur ce webinaire. Donc, on va d'abord faire une généralité, un état des lieux un petit peu d'où on en est. Donc, vous savez qu'on est en pleine transition sur la réglementation européenne depuis le 1er janvier dernier jusqu'au 1er janvier 2026. Ensuite, on fera un focus sur ce que ça implique pour le matériel, comment se conformer à cette réglementation en fonction du matériel. Ce que ça implique également pour les télépilotes, quel type de formation, quel type d'examen il faut passer, voilà, ce qu'il faut faire pour piloter quoi. Et enfin, donc, une session de questions-réponses. Et donc, vous retrouvez ici donc, Hervé Collet, à qui je vais laisser la main, et Adrien Seguin, qui va vous répondre sur le chat en direct et qui fera la session de questions-réponses. Voilà, on va essayer de pas de rentrer d'abord trop dans le détail, de vraiment être sur les généralités, et puis on pourra répondre après au cas par cas. Vous pourrez nous joindre s'il y a des sujets précis. Voilà, l'idée, c'est d'abord un petit peu planter le décor. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Donc, on démarre sur une petite vingtaine de minutes là-dessus. Voilà, je laisse la parole à Hervé et je vous remercie. Bonjour à tous. Voilà, on va donc attaquer cette réglementation européenne tant attendue et donc applicable au 1er janvier de cette année. Il y a eu des modifications, des allers-retours, des décalages, mais voilà, il y a pas mal de choses qui ont effectivement été mises en place à partir de ce 1er janvier. Entre autres, on en discutera plus précisément, mais tout ce qui est formation, hein, la suite de ces quelques slides. Dans un premier temps, on fait donc un point général hein, sur les modifications, donc création d'un marché européen sur les règles harmonisées pour les exploitants et les constructeurs. Effectivement, il y a des scénarios qui ont changé, plus exactement, qui sont venus s'implémenter sur les scénarios nationaux, et également, évidemment, des modifications même hein, sur Attention, on n'a plus le son de Hervé.
Ouais, on n'entend plus là. Ouais, Ouais. on a un petit souci de son. On va essayer de réguler ça. Ok, merci Samuel. Julie, est-ce que tu nous entends? C'est qu'on voit que le micro d'Hervé est muté. C'est normal, ils sont dans la même salle. Est-ce que du coup, vous pouvez ouvrir votre micro? Hervé, Adrien, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro éventuellement? On va avoir un problème sur l'ordinateur de Julie. Désolé pour le désagrément. On va essayer de... Adrien, est-ce que c'est possible d'ouvrir ton micro du coup? Hop là, c'est chose faite. Super, comme ça au moins on vous entend. Et puis il y a juste la présentation à mettre en grand écran et ça sera bon. Ok, ça marche. Je vais m'en occuper. Non. Là, on a un écran partagé qui doit être celui de Hervé, je pense. Ouais, tu as Julie en face. Ok, envoie-moi la. C'est bon. Parfait, tu peux reprendre Hervé, du coup, on t'entend. Ok, merci. J'imagine que... Non. Attends, c'est peut-être mieux que je mette mon micro, Adrien, non? Ça marche pas. Il fonctionne pas? Vas-y. Ok. Donc, je reviens, hein, donc excusez-nous, hein, sur les règles qui sont évidemment les mêmes que les, entre autres au niveau sécurité, évidemment que les scénarios ne sont pas les mêmes, hein. Les conditions et le niveau de risque, effectivement, divergent aussi en ce qui concerne l'application des scénarios, hein. Il y a toujours, hein, des scénarios en vue et des scénarios hors vue, plus ou moins près des personnes, et les différentes hauteurs, hein, qui peuvent être acceptables. Classification également, hein, selon deux termes, hein, qui sont excusez-moi, je vérifie juste quelque chose. Tac, ok, tac, non, je réduis, bouge pas. Le risque faible, hein, pour la catégorie ouverte, hein, donc ce qu'on appelle le loisir, et le risque plus élevé pour la catégorie spécifique et le risque fort pour la catégorie certifiée qui n'est pas encore complètement défini. On reviendra certainement dans les mois, voire les années à venir. Petit détail, hein, concernant les catégories ouvertes, donc, hein, on a mis un lien qui sera à votre disposition, qui dirige vers le guide qu'a réalisé la DGAC, qui est tout à fait clair, et sur les différents paramètres et prérogatives de cette catégorie. Donc les US, hein, toujours, on reste inférieur à 25 kg. Hein. Il faudra maintenant qu'il soit marqué donc CE. Hein, c'est ce qui est donc décrit dans la 945, hein, européenne. Et on va parler de drones de classe C0 à classe C4. En ce qui concerne l'opération, elle ne peut se faire que à vue, hein, donc vélos. Hein. Pas de survol de rassemblement de personnes, bien évidemment. Puisqu'on reste en catégorie avec des risques limités, hein, on est bien d'accord. La hauteur de vol, toujours, dont la limite est de 120 mètres, hein, hors du public, en agglomération et autres zones de restriction. Pas de largage et d'épandage, pas de transport de marchandises dangereuses, bien évidemment. C'est déjà assez compliqué quand on est en spécifique et qu'on doit réaliser des dossiers pour faire ce type d'opération. Donc l'âge minimum, par contre, a été abaissé en France à 14 ans, alors qu'il était initialement à 16. Donc trois catégories, hein, dans cette trois sous-catégories plus exactement dans cette catégorie, hein, 1 à 2 à 3, hein, évidemment qui sont également précisées avec les classes applicables à côté. Donc de près, avec des US très légers pour les classes C0 et C1. En ce qui concerne l'A2, on va pouvoir voler jusqu'à 30 mètres des personnes avec les drones, avec des drones qui font moins de 4 kg, hein, puisque les drones de classe C2 sont
donc de moins de 4 kg. 5 mètres des personnes avec l'activation d'une basse vitesse. Donc ça, c'est aussi ce qui est défini dans les paramètres opérationnels et techniques des drones qui sont classifiés C2. Et enfin, l'Open A3 hein, pour les endroits sentiers, c'est-à-dire complètement dégagés dans des zones où le risque sol est quasi inexistant, hein, et donc à plus de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales ou industrielles. Hein, c'est déjà des termes que l'on connaissait dans d'autres définitions avec des drones qui peuvent aller pour cette fois-ci jusqu'à 25 kg hein, et qui seront classés donc C3 et C4. En ce qui concerne la catégorie spécifique, compte tenu du niveau de qualification requis, les scénarios standards européens s'adressent plutôt aux exploitants opérant à des fins professionnelles. Hein. Donc là, on rappelle qu'il faut un MANEX, c'est-à-dire un manuel dans lequel vous allez définir et les responsabilités et les limites de vos opérations et différents paramètres de vos scénarios. Voilà. Le STS 01, hein, on pourrait dire qu'on peut l'assimiler au niveau national au S3, hein, puisqu'on est en vol à vue, mais à l'intérieur d'une surface contrôlée. Hein, on est en zone peuplée, donc ça veut dire des déclarations en zone en agglomération, type le S3, hein, que l'on réalisait en national jusqu'à maintenant. Et c'est donc applicable avec des drones de classe C5. Le STS 02, donc c'est le scénario qui est lui hors vue. Hein. On pourrait l'assimiler donc à notre ancien scénario ou toujours actif, hein, néanmoins jusqu'au 31 décembre 2025, notre scénario S2, hein, avec la possibilité d'aller voler jusqu'à 1 km. La petite différence avec le scénario S2, c'est que maintenant on peut aller voler jusqu'à 2 km en présence d'observateurs visuels, donc évidemment avec des processus bien définis, avec des briefings bien établis et surtout des moyens de communication hein, qui vont permettre de pouvoir communiquer en cas de problème. C'était déjà très très conseillé d'avoir des observateurs visuels en ce qui concernait le S2, puisque à partir du moment où on est hors vue, on n'avait pas de vue sur l'environnement, donc c'était déjà très fortement conseillé pour préparer nos missions hors vue. La limitation du vol à 120 mètres, donc ça ne bouge pas, hein, à la masse des drones toujours inférieure à 25 kg avec des dimensions d'hélice inférieures à 3 mètres. Tout ça est redéfini dans d'autres documents liés aux autorisations d'exploitation type SORA ou PDRA. Hein. Formation nécessaire, donc évidemment le certificat d'aptitude au scénario européen avec une pratique également lié à ces nouveaux scénarios. Voilà. Je passe un petit détail concernant la catégorie spécifique. Hein. On vient à venir rajouter un buffer. De toute façon, c'est déjà quelque chose qui devait être prévu pour tout télépilote sérieux qui évoluait déjà en catégorie spécifique. Hein. Il fallait évidemment prévoir une zone buffer pour éviter d'aller au plus près des tiers. Et on devra même, l'idéal est évidemment aussi de réfléchir sur les zones adjacentes. Hein. Voilà. Puisque en cas de dérive ou de dysfonctionnement, on pourra atteindre des zones adjacentes. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin. La catégorie spécifique, donc voilà, je vous rappelle, il y a la partie vélos et BVélos, hein, c'est-à-dire en vue et hors vue. Hein. À partir du moment où on est en zone pour les C6, pardon, on aura une distance BVélos de 1 km et en ce qui concerne atteindre la partie jusqu'à 2 km, hein, donc avec des observateurs tel qu'il est défini ici. En ce qui concerne les catégories certifiées, donc pour l'instant, je ne m'étendrai pas, d'autant plus qu'il n'y a pas grand-chose de défini ou
plus loin que ça. Il y aura certainement aussi des précisions sur les certifications, surtout des opérateurs, puisqu'à un moment, il a même été dit qu'il fallait, d'ailleurs, c'est respécifié à la fin de cette slide, qu'il faudrait des licences de télépilote, voire même de pilote. C'est-à-dire qu'on allait autoriser la catégorie certifiée, peut-être spécifiquement à des gens qui avaient déjà une formation de pilote. Voilà. Je les rebalaye très rapidement, tous ces critères donc qu'on a à l'instant T, ces opérations à très haut risque, avec des transports de personnes éventuels et transports de marchandises dangereux, si risque pour les tiers, pour l'environnement, survol de rassemblements de personnes, donc évidemment avec des conditions parfaitement définies, je suppose, telles qu'elles nous seront définies pour assurer la sécurité de ces personnes. Similaire à ce qu'il existe en aviation habitée, donc c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on pense que ça va être avant tout dirigé vers des pilotes déjà confirmés, donc une certification de l'aéronef, certification de l'opérateur et les licences de télépilote. Voilà. Effectivement, si on venait à sortir de ces scénarios, d'ailleurs, ça existait déjà pour les paramètres qui sortaient des scénarios nationaux S1, S2, S3, on devra faire des études de risque ou des SORA ou des PDRA. Donc, très rapidement, la SORA, c'est un dossier complet avec des opérations tout à fait spécifiques. D'ailleurs, le S de SORA signifie spécifique. Voilà. Pour le reste, c'est les risques de ces opérations, donc avec une analyse des risques sol et des risques air, évidemment, qui nous permettront de définir les opérations de sécurité qu'on devra mettre autour de ces opérations. Petit rappel, donc S1, S2, S3, même pour les gens qui se sont déclarés donc avant le 31 décembre 2023, qui étaient déjà donc exploitants avant le 1er janvier 2024, donc pourront continuer à opérer en S1, S2, S3, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà. En ce qui concerne les STS 01 et les STS 02, voilà, c'est la base. Si on sort de ces paramètres-là, on devra réaliser des SORA et des PDRA. En ce qui concerne les PDRA, très rapidement, parce qu'évidemment, il n'y a pas tous les détails, c'est ni plus ni moins des scénarios prédéfinis, comme l'indique son nom d'ailleurs, prédéfini risk assessment, d'accord ? Et donc, il y a un PDRA S01 dans lequel on pourra voler en STS 01, mais sans avoir de drone de classe C5. Le S02, donc c'est un STS 02, mais sans drone de classe C6. Concernant le G01, donc opérationnel, hors vue, zone faiblement peuplée, maximum 1 km avec observateur. Hors vue également pour le G02 et une zone faiblement peuplée dans un espace aérien réservé. Et le G03, donc, on est toujours hors vue et en zone faiblement peuplée, mais sur une route préprogrammée. Voilà. Donc, pour les détails, ils sont spécifiés dans le lien qui est ici et évidemment dans les règles de l'EASA et dans les AMC. Voilà. Donc, on va arriver à la présentation. Alors, concernant les différentes catégories, donc il y a 6 classes de drones, comme vous pouvez le voir. Elles sont décrites dans le lien 6 juin sur la gauche. Et vous avez, en fonction des scénarios tels que je les ai définis, les scénarios open tels qu'ils ont été définis au préalable, les types de drones qui sont déjà qualifiés pour voler dans ces scénarios open. Voilà, A2 et A3. Petite particularité, pardon. Concernant le A2, c'est qu'il faudra passer un diplôme spécifique qu'on appelle le BAPD. Il y a déjà des choses qui sont mises en place dans ce domaine. On va en parler un peu plus loin.
Petit rappel également pour les paramètres techniques concernant le C5. Donc, la masse maximum au décollage, 25 kg, et une conversion donc C2 ou une conversion C3 en fonction des accessoires que l'on pourra rajouter à cette classe. Fonction de géovigilance, bien évidemment, ça s'applique évidemment aux voilures tournantes ou aux voilures fixes, y compris aux captifs d'ailleurs. Et il doit y avoir un mode basse vitesse, donc de 5 mètres secondes, pour limiter entre autres le risque ou la portée balistique dans certaines situations. Donc impératif, ce fameux FTS qui est indépendant et surveillé, c'est-à-dire que quand on dit indépendant et surveillé, ça veut dire qu'il est déclenché par un système externe, et qu'il est surveillé, ça veut dire qu'en permanence, on doit pouvoir justifier qu'il est connecté. Voilà. Pendant tout le vol, on doit s'assurer que ce FTS peut être déclenché à tout moment. Ça veut dire que la connexion est bien établie. On en reste toujours avec nos limitations d'impact sol, telles qu'ils existaient dans le S3 et donc dans le STS 01, et donc confirmées dans cette classe C5 par l'utilisation de parachutes ou équivalents moyens de limitation d'impact. Voilà. Le C6, voilà, on reste toujours dans des masses maximum au décollage de 25 kg, avec une conversion C2 et C3. La vitesse max, par contre, est bien au-delà, puisqu'on pourra monter jusqu'à 50 mètres secondes. Ça commence à être des engins qui vont à des vitesses impressionnantes. À ça, on devra avoir une fonction géovigilance ou une geocache, c'est-à-dire que l'on devra programmer des volumes et des systèmes qui ne permettront pas ou de sortir de ce volume de vol ou de rentrer au-delà d'une zone, voilà, avec des systèmes de blocage qui sont définis également dans cette classe. Le FTS indépendant et surveillé, donc même combat que pour le C5, voilà, avec les mêmes paramètres, le parachute ou équivalent également, et la trajectoire programmable pour la version C6. En ce qui concerne, je reviens finalement sur l'A2, la sous-catégorie A2, qui est donc le BAPD, donc le brevet de pilote de drone. Là, on peut directement le passer sur une plateforme accessible via votre compte Alpha Tango. La plateforme propose une formation gratuite en ligne à suivre avant de passer l'examen. L'examen est également gratuit. Il consiste à une série de 30 questions sans limite de temps. Le nombre de tentatives est également illimité. Donc voilà, on reste bien quand même dans cette catégorie open où on s'adresse aux loisirs. Donc, je veux dire que les prérogatives de tous ces examens sont un peu plus souples. Et évidemment, il y a beaucoup moins de questions que pour les applications professionnelles. Voilà. Une fois réunie, l'attestation de réussite est mise à disposition sur votre compte Alpha Tango et valable et reconnue. Est valable 5 ans, est reconnu dans tous les États membres de l'Union européenne ainsi que les États appliquant la réglementation européenne. Je rebondis tout de suite sur le terme, sur la précision valable 5 ans. Je rappelle que jusqu'à maintenant, que ce soit le brevet du LM initialement ou le CATT était illimité. Ce n'est plus le cas, d'ailleurs ce n'est plus le cas pour la partie open, mais ça ne sera plus le cas pour la partie professionnelle, c'est-à-dire au travers le CATS, puisque ces examens resteront valables maintenant que 5 ans. Voilà. On ne sait pas comment encore ça va se passer dans le futur, comment ça va être applicable et si à terme on pourra avoir finalement une version illimitée. Bon, ça reste encore en suspens. J'en arrive à cette catégorie spécifique, donc je vais évidemment vous parler de l'examen donc du CATS, qui est donc le remplaçant du CATT.
avec ces fameux scénarios STS01, STS02. Donc là, on va parler d'un QCM également, mais que de 40 questions. Hein. On a une limitation d'1 heure également. Hein. La formation théorique, donc en présentiel ou en distanciel ou en autonomie, et l'attestation pratique. Hein. On reste aussi dans un livret de progression hein, de pratique, hein, tel qu'il était défini hein, dans les règles déjà des scénarios nationaux. Donc pour pratiquer, je le rappelle, STS01, STS02, le lien vers Abot, hein, vous êtes les bienvenus pour venir faire vos mises à jour donc du CATT ou repasser ou passer le CATS via nos solutions. Hein. Donc mise à jour de la réglementation donc FR vers UE, hein, spécialisation dans des métiers. Hein, je vous donne que 2 exemples, hein, la photogrammétrie, la lasergrammétrie, et un accompagnement évidemment administratif tel que j'en ai parlé précédemment hein, sur des dossiers SORA, PDRA, et également dans la rédaction du MANEX. Alors la rédaction du MANEX, une toute petite précision, il est très important que les opérateurs s'approprient leurs propres opérations et les procédures de sécurité et de vol. Donc, c'est juste un accompagnant. On ne rédige pas des MANEX pour les gens. C'est des choses qui apparemment se sont fait un peu dans le passé en général, hein. Mais c'est pas possible maintenant puisque on tient à tout prix, nous, dans notre suivi, d'impliquer les gens, de sensibiliser les gens à leur MANEX de telle façon à ce qu'ils sachent répondre en cas de contrôle. Voilà. Et surtout, c'est les mieux placés, évidemment, pour pouvoir remplir et justifier leurs opérations. Hein. Voilà. Nous sommes arrivés au bout. Je vous remercie de votre attention. Je pense que Adrien a dû collecter vos remarques, vos questions, et on reste à votre disposition pour répondre à tout ça. Voilà. Merci. Merci Hervé. Donc effectivement, on a déjà relevé quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro, à les poser à l'oral ou par écrit. On a déjà 2-3 questions, à commencer par celle-ci. J'espère qu'on a été suffisamment éclairant et en même temps pas trop dans le détail. N'hésitez pas aussi à nous préciser quels sont les points que vous souhaitez sur lesquels on se focus sur un prochain webinar. Peut-être avant l'été ou à la rentrée. Donc voilà, quel point vous souhaitez voir peut-être détaillé, qu'est-ce qui n'est pas clair, n'hésitez pas par écrit ou par oral. On va déjà répondre aux premières questions par écrit. Alors, il y a une première question, bonjour à toutes et bonjour à tous, pardon. Donc, il y a une première question qui avait été posée, Hervé, pendant ta présentation, quand tu avais abordé la catégorie Open, où la première question était, peut-on voler en agglomération en catégorie Open ? Alors, on va dire bien sûr que non, puisque c'est une opération qui est à risque limité. Hein. Par définition, la catégorie Open, c'est risque faible. Donc, on ne peut pas voler en agglomération. Il avait été mis sur le tapis, voilà, que potentiellement, on pourrait voler en A2 avec un BAPD. On a cru que ça allait être possible, on va dire, jusqu'à fin 2023. Et finalement, on a eu une information comme quoi ça, c'était pas possible et remis complètement en cause, entre autres hein, pour les JO. Mais ça reste quand même une opération risquée puisqu'il y a un risque sol vu qu'on est en agglomération, donc avec des fortes densités de personnes au sol. Donc, avec une formation spécifique, hein, vraiment, même si le BAPD est une formation spécifique, ça reste quand même un diplôme qui est un peu moins complet, on va dire, que tout ce que l'on peut faire en spécifique. Voilà. Ok, merci Hervé. Dans la continuité après de ta présentation, on a Jean-Marie qui nous a posé une question qui explique que vous venez de dire 3 mètres aux hélices pour la taille d'un drone. Ce n'est clair et expliqué nulle part. Je pensais que c'était de moteur à moteur, comme par exemple pour un quad. Est-ce qu'on peut confirmer que cette distance donc maximale qui est demandée dans les textes, qui est donc majoritairement de 3 mètres, est-ce qu'il parle en fait d'un détail concernant les hélices, le bout? Qu'en est-il de cette spécification?
Alors, je veux bien en revérifier, possible, mais moi, j'étais resté sur la dimension hélice comprise, hein. Voilà, on ne parlait pas des rotors. Je peux éventuellement vérifier. Ou ça a peut-être évolué, parce que il y a beaucoup de détails comme ça. Bon, même si la longueur des hélices n'est pas un détail, surtout sur les drones de grosse capacité que l'on a maintenant. Mais je relirai éventuellement, mais de mémoire, franchement, non, non, on est de bout à hélice à bout à hélice, puisque finalement, hein, on est bien d'accord, ce qui peut blesser, c'est les hélices, et donc faut évidemment tenir compte dans l'environnement de déplacement des drones, hein. Ce qui confirme bien, merci Hervé, ce qui confirme bien ce que disait Pierre-Louis Laurent également en réponse à cette question-là dans le chat, que c'est bien effectivement la distance maximale qui est mesurable sur le drone, ce qui veut dire donc de bout de pale à bout de pale. Merci Hervé pour la réponse. Et en parlant de Pierre-Louis, on a notamment donc Pierre-Louis qui nous a posé ensuite une deuxième question, ou en tout cas qui faisait une remarque qui expliquait que l'examen donc de l'A2 qui compose le BAPD est lui payant, et qui nous dit que le CATT permet l'équivalence gratuitement. Alors, le CATT permet l'équivalence gratuitement, mais là aussi, il me semble qu'il y avait un délai pour avoir cette équivalence, hein, et il me semble qu'on est bien hors délai depuis. Le délai, c'était 31 décembre 2023. Donc, de la même façon, si vous n'avez pas demandé votre équivalence antérieurement à cette date, vous ne pourrez pas avoir d'équivalence A2, je veux dire, en mars 2024. Voilà. Au niveau donc de l'examen, le tarif lui est affiché effectivement sur la catégorie donc ouverte, notamment donc la partie BAPD pour le A1, A2, A3. La partie A1, A3 est disponible gratuitement, et pour répondre à la question exactement donc de Pierre-Louis, la partie A2 elle est payante, elle est facturée 30 €. Et ensuite, pour amener un détail supplémentaire à la réponse d'Hervé, concernant le CATT, il permet l'équivalence gratuitement, oui, à condition d'avoir obtenu ce fameux CATT avant 2022. Sans quoi, en fait, il n'est pas possible de demander ce qu'ils appellent une équivalence pour obtenir le BAPD par équivalent. Sachant que de toute manière, et pour aller encore plus loin dans le détail de la réponse, étant donné que le CATT est voué à à disparaître, à ne plus être autorisé, en tout cas ne plus être reconnu à la fin 2025, ce BAPD, même si vous faites la demande d'équivalence, elle arrivera en tout cas à échéance fin 2025. Il faudra automatiquement donc repasser par la case questionnaire pour le A1, A3 de version gratuite, et A2 en version payante, pour à nouveau étendre cette durée à 5 ans. Que ce soit pour le BAPD ou pour le CATS, on a dorénavant une durée de validité qui est de 5 ans. Donc adieu la durée de validité indéfinie du CATT, qui pour la plupart, peut-être ici, était en possession de ce document. Voilà pour les réponses. Tout à fait d'accord. Merci pour ces précisions. Effectivement, la précision importante, c'était qu'il fallait avoir eu son CATT, c'est-à-dire au moins avoir eu 1 an d'exploitation, plus exactement 2 ans, puisque c'est au 1er janvier 2022. Il fallait avoir le CATT avant le 1er janvier 2022 pour que l'on puisse demander une équivalence donc, de ce BAPD. Tout à fait. On a ensuite une question donc de Benoît qui nous fait part d'une petite aventure qu'il a eue. Donc, il a demandé en fait à mettre en place un protocole avec l'aérodrome du Beaujolais, et comme réponse, il a eu que ce vol était situé dans la zone rouge et soumis à autorisation de l'exploitant, et qu'avant toute étude de sa demande, il devait prendre en compte que cela serait facturé 112,50 € hors taxe, soit 135 € TTC, conformément à la tarification publiée et ci-jointe. Donc ça, visiblement, c'est une demande donc de tarification, enfin c'est une demande donc de règlement pour un protocole. La question, Benoît, si je fais la déduction, c'est est-ce que cela est normal que ce soit payé, ou est-ce que c'est un fait commun? Voilà, n'hésitez pas, Benoît, à nous mettre plus de précision. Et je viens de voir votre message. Donc, vous dites que dans la continuité de votre question et sur d'éventuels frais en réglementation européenne, le fonctionnement dans les zones réglementées, la mise en place de protocoles avec le gestionnaire restent-ils les mêmes? Donc, pour synthétiser, voilà, qu'en est-il des différents protocoles, payants ou non, réglementation européenne ou française? Voilà. Alors, il y a donc à
À ma connaissance, il n'y a pas de choses particulières, il n'y a pas de tarifs particuliers pour demander des autorisations, pour avoir fait des protocoles avec des CTR ou des gestionnaires de zones. On définit ensemble les limites opérationnelles et on doit fournir évidemment nos confirmer tous les paramètres risques avant de pouvoir intervenir. Mais moi, on ne m'a jamais demandé ni 112,50 € si ma mémoire est bonne, ni quoi que ce soit. C'est où c'est possible ou ce n'est pas possible. Et ça s'arrêtait ici. Je vois que tu transmets après. Alors, ça, je pense que c'est Benoît qui nous partage justement la tarification qu'il a reçue en réponse. Donc, Benoît, vous avez reçu ces tarifications de quelle? Le problème, c'est de quelle? C'est dans quelle région? De Beaujolais? Oui, l'aérodrome du Beaujolais. Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Ouais, c'est l'aérodrome du Beaujolais. Donc, moi, donc je dois faire un vol la semaine prochaine, pas très très haut, hein, à 60 mètres, c'est pour faire de la photogrammétrie. Donc, comme d'habitude, moi, je fais une demande de protocole. Je supposais qu'ils allaient me répondre, bah, OK, oui, ça nous va, tu nous appelles avant de décoller, tu nous appelles quand tu as terminé, un peu comme ça se passe habituellement. Sauf que moi, je reçois ce mail. Donc, moi, j'ai complètement halluciné parce que j'ai travaillé avec des gros aéroports, des vrais aéroports. Il n'y a jamais eu ce genre de difficulté avec les héliports hospitaliers également. Donc, j'ai été relativement surpris. Après, j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas trop si ça a marché. Tout à fait, oui, je vois bien, merci. Le PDF, voilà. Donc, il y a une liste de tarifs, parking, de l'heure, machin. Donc, c'est pas très cher, hein, tout ça, sauf un trimestre. Sauf que pack accompagnement drone, je ne sais pas trop ce qu'il en est là-dedans. Facturé 135 € TTC, c'est juste hallucinant, quoi. Donc, c'était au cas où c'était. Peut-être que j'avais jamais été confronté à des demandes de redevances. Je pensais que, à ma connaissance, ça n'existait pas particulièrement. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, est-ce que par moment ça arrive? Bon, on ne sait pas trop, mais voilà. Désolé et merci pour cette information parce que moi, je n'ai jamais eu non plus. D'ailleurs, ça a l'air d'être votre cas puisque vous en avez déjà fait quelques-unes et on vous avez jamais fait le coup. Est-ce que c'est lié à la région ou c'est lié parce que quand vous dites que c'est la première fois que vous voyez ça, mais c'est aussi la première fois que vous voliez dans cette région ou c'est des gens avec qui vous voliez habituellement et au 1er janvier 2024, ils vous ont sorti un tarif? Non, du tout. Non. Après, j'ai pas fait de vol dans cet environnement-là. Mais sur le géoportail, je suis sur. Je balance la carte. Après, j'ai volé dans des zones réglementées, notamment vis-à-vis de l'armée et compagnie, ou dans des zones d'aéroport. Là, je suis sur une zone réglementée. C'est la zone R201B, machin. Bon, ils nous disent de se mettre en relation avec l'aérodrome du Beaujolais, chose que je l'ai faite, quoi. Voilà. Ok, oui, mais effectivement, chaque région et chaque gestionnaire de zone peut avoir des exigences. Donc là, je ne reviens pas là-dessus, hein. Effectivement, ça peut arriver donc qu'on facture, ces organisations facturent leurs services. Mais après, les tours de contrôle ou ces zones-là, ils doivent. Je crois que l'expression, c'est rendre le service aérien. Ça s'appelle rendre le service à un moment donné, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Je ferai pas plus de commentaires que vous, monsieur. Voilà. Merci pour votre. Merci pour votre question. On a ensuite Émeric qui nous pose la question pour savoir s'il y a-t-il des évolutions spécifiques qui concernent les drones FPV. Les drones FPV, je vous rappelle que vous êtes pour le coup en immersion, hein, que vous pouvez travailler qu'en open. Si vous avez des opérations spécifiques, pas besoin de vous dire qu'il faudra des observateurs environnants, hein, puisque là, pour le coup, vous êtes complètement coupé de l'environnement de votre drone. Mais il n'y a pas des choses spéciales. Et on est sur des drones donc classifiés C4, quoi. Voilà. Ensuite, on a donc alors Dronarea, je suis désolé, je n'ai pas votre prénom, qui nous pose la question: pouvons-nous convertir par exemple en R3 ou un Mavic 3 C1 C2 en C5 pour voler en STS 01? Est-ce que c'est possible de rétroclasser par exemple?
Alors, je vais vous répondre. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui sont classés. Donc, comme les Mavic, effectivement, en C1, C2. Aujourd'hui, en C5, il n'y a de possible que le Mavic 3 Enterprise multispectral, Mavic 3 Enterprise thermal ou Mavic 3 Enterprise tout court. Voilà, donc c'est un système supplémentaire en fait qui fait que la solution devient C5, mais on ne peut pas juste ajouter un système sur un drone quelconque comme un R3 pour que ça devienne un C5. C'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit des systèmes complets qui soient marqués C5. Il n'y aura pas du tout de rétro de classe sur les drones qui ne sont pas marqués aujourd'hui ou qui sont en fin de vie. Si aujourd'hui, donc sur le site de ESA, on vous a mis le lien et la présentation sera envoyée, elle sera disponible. Si le drone aujourd'hui n'est pas marqué et qu'il n'est pas prévu de l'être parce que c'est un produit qui n'est plus fabriqué par exemple par DJI, il ne sera pas, il n'y aura pas de rétro de classe et il ne sera pas classé à l'avenir. Voilà. Pour les Mavic 3 classiques, il y a un travail qui est fait pour qu'ils puissent être également C5, mais ça arrivera pas avant l'été, je pense. Mais pour l'instant, ils ne sont que C1 ou C2. Voilà. Donc voilà. Bon, merci pour votre réponse. Ok, parfait. Mais excusez-moi, mais sur Studio Sport, les Mavic 3 Enterprise, justement, sont C2, ce qui m'empêcherait potentiellement de voler en STS 01. Non, vous le mettez en... Alors, concernant, pour peut-être répondre, donc effectivement, le Mavic 3 de la gamme Enterprise, en tout cas, de base, sont classés. Les Mavic 3 sont classés. Pour ce qui est, en fait, on va dire de la bascule vers le C5, vous avez la gamme Mavic 3 Enterprise, comme expliquait Julie, donc le Mavic 3 thermal, multispectral ou le Mavic 3E classique. Ces trois-là, en fait, ont la possibilité d'intégrer un FTS, donc homologué C5, qui est le kit Chronos de chez Dronavia. Donc, moyennant en fait le drone plus ce kit Chronos, vous avez donc un drone qui est C1, C2, qui bascule en C5. Voilà en gros pour la manipulation pour basculer. Donc, si vous vous posiez la question par rapport au R3, le R3, lui, n'est pas possible, en fait, d'accord? Donc, on part bien du principe où vous avez une classe appliquée à un drone en particulier, et vous avez ensuite en fait l'emport d'un équipement qui va faire basculer ce drone en une autre classe, là en l'occurrence la C5. Donc ça, c'est applicable à un certain type de drone, et là en l'occurrence, on parle que du Mavic 3. Pour le Mavic R3, vous parliez de rétroclasse. Oui, effectivement, il y a un cas où, alors je sais que ça a été décalé. Je n'ai pas été voir récemment si ça avait été définitivement basculé en classe ou pas. En tout cas, le R3 est destiné à être classé, en tout cas rétroactivement. Cependant, pour l'instant, on n'a pas d'informations comme quoi il y aurait un accessoire qui permettrait, en tout cas, de le basculer en C5 par la suite. Mais à l'heure actuelle, le constat est que pour un Mavic 3 de la gamme Enterprise, on peut basculer de sa classe initiale en une classe C5 pour pouvoir être en accord avec le scénario standard, le STS 01. D'accord, je vous remercie pour votre réponse parce que c'est vrai que ça répond à une grande partie des professionnels qui vont travailler avec des Mavic 3 Enterprise qui ne pouvaient pas le faire en STS 01 sans avoir cette information du kit Chronos. C'est possible maintenant. Maintenant, c'est possible, et depuis quelques semaines, c'est possible, moyennant donc l'emport de cet accessoire. Et pour répondre à votre question, donc j'ai ma collègue qui a fait les recherches juste à côté et qui me confirme bien, et c'est sur le site de l'EASA que vous pouvez retrouver aussi dans les liens qu'a fourni Hervé sur la présentation. Le DJI, donc le R3, a bien été classé C1, donc il est déjà opérationnel pour pouvoir être utilisé en catégorie ouverte. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. Ensuite, alors j'ai vu qu'il y avait Pierre-Louis qui avait levé la main. Si je n'ai pas vu de questions à la suite de ça dans le chat, donc il y a peut-être une question qui voulait être posée à l'oral. Pierre-Louis, si vous voulez, vous pouvez activer votre micro et poser la question lorsque vous aviez levé la main. Sinon, en attendant que Pierre-Louis nous réponde ou écrive la question, vous pouvez peut-être nous poser, ceux qui le souhaitent en tout cas, des questions. Il nous reste encore un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Et pour patienter, pour répondre également à l'échange qu'il y a eu tout à l'heure avec Benoît, notamment par rapport à cette question de facturation, pour avoir vu certains types de messages et de mêmes questions circuler un petit peu sur les forums depuis, on va dire, une bonne année maintenant.
Il n'y a pas réellement eu d'explication là-dessus de la part de l'entité, en tout cas référente, à savoir la DGAC, mais il se peut que parfois les petits aérodromes privés puissent facturer cela. Maintenant, derrière, est-ce que cela va être structuré ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas le seul, Benoît, dans ce cas-là. J'ai déjà vu ça circuler sur les forums. Ça reste de manière générale assez rare. Donc, à voir par la suite comment cela va évoluer, si on va statuer là-dessus à un moment donné ou pas. Entre-temps, donc Pierre-Louis, je n'ai pas de questions, mais j'ai une main levée de la part de Roaf7, il me semble. Donc Roaf7, on vous écoute. Donc, ok. Oui, justement, je viens d'envoyer la question. Oui. À la suite de l'explication qui vient d'être faite, par exemple, sur un transfert d'une classe C1 vers une classe C5, est-ce que le simple ajout du système permet de faire voler le drone en catégorie C5 ou faut-il faire une PDRA spécifique? Alors pour répondre donc dans la continuité de la réponse qu'on a apportée tout à l'heure, effectivement, il faut ajouter, il faut avoir en tout cas les documents qui sont fournis lors de l'achat du matériel, mais au niveau de la conversion, en fait, il n'y a pas de PDRA à remplir puisque votre drone en fait est classé C5, donc il est classé dans les scénarios standards. Vous n'êtes pas hors scénario ou hors standard demandé d'un point de vue matériel. Donc en fait, d'un point de vue, si la question est plutôt administrative, les documents en fait sont fournis avec l'achat du matériel. Si on doit faire la comparaison, c'est un peu ce qui se faisait avant lorsqu'on certifiait un drone, enfin on certifiait pas, hein, lorsqu'on avait un drone qui était homologué S3, on avait en fait un document qui attestait de cette homologation. Ben, en fait c'est le même principe avec une déclaration de conformité par rapport à l'EASA où en fait cette déclaration est fournie directement avec l'achat donc de l'équipement. Donc il n'y a pas de demande de PDRA puisqu'on n'est pas hors scénario standard, on est en scénario standard avec du matériel qui correspond à ces standards. Donc il n'y a pas besoin de faire ça. Si vous voulez, les accessoires sont déjà certifiés, donc à partir du moment où ils sont applicables sur tel ou tel drone, on rentre dans cette catégorie C5. Donc à partir du moment où on est en C5, on n'a pas besoin de faire de dérogation particulière ou des études particulières de risque. Voilà. Est-ce que cela répond bien à la question? Je pense que oui. Oui, merci. Ok, super. Je rajouterai un petit point sur la liste des drones qui ont des extensions. Est-ce que le 350 va avoir ou a une extension vers du C5? Oui. Oui, il y a déjà un kit qui est prêt. En fait, vous avez toute la gamme Enterprise, donc le M3, toute la gamme M3, donc les 3 modèles, la gamme M350, et en cours aussi d'élaboration, vous avez le M30 également qui va obtenir l'ajout en fait d'un équipement pour pouvoir être homologué C5. Donc toute la flotte d'un point de vue Enterprise sera disponible au courant de l'année, en tout cas pour voler en STS 01, sachant que pour la gamme M3 et M350, c'est déjà en place. Voilà. Du coup, pour le 350, il faut acheter quelque chose et auprès de qui? Auprès de vous ou auprès de Dronavia? Alors auprès de nous, directement, nous avons les produits pour pouvoir les fournir directement. Donc vous passez directement par Abot pour pouvoir obtenir les kits. D'accord, ok, merci. Avec plaisir. On a ensuite donc d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. On va essayer de synthétiser assez. La question est obligation de reformation pratique après l'obtention du CATS, même si déjà détenteur du CATT. Alors pour répondre très rapidement à la question, donc il y a bien la partie théorie, il y a bien la partie pratique qu'il faut différencier. Ça, qu'on soit en réglementation française ou européenne, ça ne change pas. C'est-à-dire que pour la partie théorique, il y avait avant le CATT, donc on est tous obligés de repasser par la case CATS, puisqu'il a été annoncé depuis déjà bientôt plusieurs mois que le CATT ne sera plus valable à compter de fin 2025. Donc tout le monde doit repasser par la case CATS. Vu qu'il y a également la partie pratique, où avant il fallait obtenir une attestation de formation pratique, eh bien il faut repasser aussi également par la case formation pratique pour obtenir une attestation de formation directement, on va dire, dédiée au STS 01, STS 02, avec bien sûr tout ce qui est demandé et obligatoire dans le règlement de l'EASA. Donc oui, drone aérien à nouveau. Donc Corentin, je confirme qu'il faut repasser donc par une case formation, que ce soit théorie ou pratique. Et pour compléter, nous, on propose justement juste des modules de mise à jour, ce qui vous évite de refaire l'intégralité, bien sûr, des formations.
Voilà, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement au service formation à BOT. On a différents cursus qui existent pour pouvoir convenir, on va dire, par rapport à votre expérience et à votre niveau pour trouver la solution qui correspond le plus. On a ensuite François Gerlot qui nous pose la question, où en est la question de l'identification ADSB ou autre des drones vis-à-vis des autres aéronefs? Donc là, Hervé, est-ce que tu... Alors là, un vrai problème déjà, puisque la plupart, enfin, il y a quand même très très peu d'avions qui sont déjà équipés. Le but de la DSB, c'est évidemment de détecter nos amis d'aéronefs habités. Et on a déjà des capteurs ADSB, ne serait-ce que sur le M300, on en avait déjà, hein, donc avec une détection à 65 km. Effectivement, pour avoir pratiqué des vols un petit peu hors normes à des hauteurs un peu importantes, évidemment sous SORA, on arrive à détecter les avions qui s'approchent. Le gros problème, c'est que eux déjà n'en sont pas, tous les avions ne sont pas munis de ça. Est-ce qu'ils vont demander des obligations, une obligation pour pouvoir voler maintenant avec des systèmes de détection de ce type ou pas? Il y a déjà donc des systèmes qui existent dans les drones DJI, je vous dis, déjà sur le M300, donc a fortiori sur les nouveaux drones, je vous parle du M30 ou du M350, il y a effectivement cette fonctionnalité, mais on est évidemment dépendant du signal de l'aéronef habité, sinon on ne pourra pas le détecter. Et là, ce n'est pas, ça reste lié réellement à la réglementation aérienne générale et non plus spécifique aux drones. Voilà, et on va passer ensuite donc à la dernière question qui a été posée par Corentin, qui explique que sur Alpha Tango, le choix des drones nous oblige à une classe, même avec kit Chronos. Est-il possible de sélectionner ce drone à l'origine classé C2 afin de valider la catégorie spécifique sur Alpha Tango? Ça, c'est Alors la question donc c'est sur Alpha Tango, le choix des drones nous oblige à une classe, même avec un kit Chronos. Est-il donc possible de sélectionner ce drone à l'origine classé C2 afin de valider la catégorie spécifique sur Alpha Tango? Pour essayer peut-être de décortiquer la question, vous avez un drone de classe C2, si je comprends bien, et que vous n'avez peut-être pas le kit Chronos à votre disposition, mais vous souhaitez en fait valider votre drone de classe C5 pour pouvoir valider votre déclaration en catégorie spécifique. Est-ce que c'est bien ça, puisque c'est similaire au problème que rencontraient certains télépilotes par le passé, vu qu'ils n'avaient pas de drone en S3 par exemple, mais ils ne pouvaient pas donc se déclarer en S3, puisque les drones n'étaient pas homologués. Est-ce que vous pouvez peut-être nous répondre? Ok, c'est bien ça. Donc en fait, est-il possible de vous déclarer avec un drone de classe C5, sachant que vous n'avez pas l'équipement C5? Voilà la question. Et la réponse, j'ai envie de vous dire, c'est comme ce qui se faisait par le passé, c'est-à-dire que si vous voulez vous déclarer, libre à vous de le faire. Si le drone, en tout cas, où le kit est en cours de livraison, vous allez le recevoir, tant mieux. Par contre, à partir du moment où vous partirez sur le terrain voler, là, si vous n'êtes pas en règle, c'est comme pour tout le monde là-dessus. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est ce qu'elle est, ce qui fait que vous êtes donc hors réglementation et que vous risquez donc sanction suite à cela. Donc, oui, effectivement, pour un souci administratif, si vous voulez déclarer en C5, vous pouvez le faire. Maintenant, attention à ce que vous faites par rapport à ça. Ça peut se retourner aussi contre vous si vous déclarez un drone, en tout cas un vol en STS-01 avec un drone de classe C5 qui n'en est pas. Vous n'êtes pas donc dans les règles. Je vous remercie pour la réponse. J'ai bien compris l'aspect législatif et l'aspect mise en conformité pour l'obtention de la classe C5 avec à l'origine un drone en classe C2. Le problème est que pour pouvoir sélectionner sur Alpha Tango un vol en catégorie spécifique, on doit déjà avoir un drone en classe C5, mais un drone qui est à l'origine dans une classe et que l'on fait évoluer grâce à un matériel optionnel, comment la plateforme d'Alpha Tango va savoir que l'on a mis en conformité notre drone, ce qui nous empêche de valider la catégorie spécifique. Là, imaginons que j'ai mon drone Mavic Enterprise et mon kit Chronos, l'appareil est en conformité pour le C5, mais Alpha Tango n'en a pas la connaissance. Comment faire modifier? Alors, c'est simplement par... Ça m'empêche de notifier le vol.
Alors, c'est ce qui se faisait par le passé au niveau de la catégorie S3. Quand vous enregistrez un drone, en fait, que ce soit S1, S2, S3, à un moment donné, il y avait des déclarations de conformité et des références, notamment au niveau des documents d'homologation. C'est ces références-là qui feront foi d'un point de vue écrit. Après, d'un point de vue document, s'il n'y a pas la possibilité, comme à l'époque pour le Manex, où il fallait simplement renseigner comment dire, la dénomination du Manex que vous aviez eu, on ne demandait pas de télécharger le document, mais on demandait juste de mettre la référence. Là, c'est sur le même principe, le document d'homologation, le document donc de certification, il y aura une référence à indiquer. Ça, c'est bien sûr ce que je vous dis là, c'est soumis à vérification à nouveau aussi de notre part pour ça. Mais c'est uniquement en fait des références à indiquer qui sont des références connues là-dessus. Mais ça n'engage, ça reste du déclaratif. Comme ce qui est le cas la plupart du temps sur Alpha Tango. Là où ça devient compliqué, c'est lors de contrôle, de vérification, et ça, personne n'est à l'abri, et on ne sait jamais sur qui ça tombe et quand ça tombe. Donc, à vous de faire attention à ça, et je pense que ce qui bloque, c'est juste simplement le numéro de référence, donc de la classification de l'objet. D'accord. Parce que du coup, on doit se passer de la notification de vol sur Alpha Tango. Parce que passant par clairance pour certains vols réglementés, où je préfère payer les demandes d'autorisation par souci d'organisation et logistique, pour pouvoir valider l'intégralité des demandes sur clairance, on doit passer par la notification de vol Alpha Tango. Notification de vol qui, comme je le disais tout à l'heure, est impossible à cause de la conversion d'un drone. Donc, ça nous empêche de faire l'intégralité de la demande dans les règles. Mais la question est, avez-vous un drone de classe C5? Justement, j'ai un Mavic Enterprise et je souhaite pouvoir voler en STS 01 après l'obtention du CATS qui n'est pas sorti déjà. Mais je ne pourrais pas déclarer ce drone dans la catégorie STS 01 si Alpha Tango ne l'accepte pas étant comme un drone C5. Parce qu'une simple mise en conformité technique, c'est pas une mise en conformité administrative. Et là, ça pose un problème pour une grande partie des professionnels. Alors vous, Beaucoup vous sont avez en perdus. fait vous avez un drone de classe C1 ou C2, donc un Mavic 3, donc de classe C2. Vous allez en fait, on va dire, acheter le kit Chronos. Avec Exactement. l'achat de ce kit, donc parachute et moyen de le FTS, vous allez avoir de la documentation. Cette documentation-là, officielle, avec des références officielles, seront à renseigner dans cette déclaration de conformité de la machine. Et à ce moment-là, votre drone sera C5. Mais là, en fait, dans le principe, si je comprends bien, c'est que n'ayant pas le drone de classe C5, si vous voulez enregistrer un drone qui est sa classe d'origine, donc C2, et que vous voulez voler en STS, vous ne pouvez pas automatiquement, puisque la plateforme ne vous le permet pas, puisque ce n'est pas réglementaire. Puisque pour être réglementaire, vous devez avoir le kit, en l'occurrence le kit Chronos pour le Mavic 3, pour être homologué C5. Donc tant que vous n'avez pas en fait le kit C5, le Chronos, vous n'avez pas les papiers. Vu que vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas, on va dire, homologuer et remplir en fait, mettre en conformité votre drone sur la plateforme Alpha Tango, donc pour le mettre en C5, et donc vous ne pouvez pas déclarer de vol en STS 01. La seule possibilité qui reste, c'est soit si vous êtes télépilote anciennement sous la catégorie spécifique, mais au format national, c'est-à-dire S1, S2, S3, c'est continuer d'évoluer en S1, S2, S3, ou alors évoluer en catégorie ouverte avec un drone de classe, moyennant bien sûr le respect de la réglementation de la catégorie ouverte, qui est donc bien sûr plus restrictif et auquel on ne peut pas forcément aussi bien déroger qu'en catégorie spécifique. Voilà en résumé. D'accord, je vous remercie de votre réponse. Et ça répond à un grand nombre d'exploitants parce que la plupart des exploitants vont évoluer avec des Mavic Enterprise ou des Matrix. Tout à fait. Mais ça répond à une grande partie. Je vous engage à aller voir le site directement, que ce soit Studio Sport ou que ce soit Abbot. Les kits sont disponibles à la vente et à l'achat de ce kit. Si vous voulez même plus d'informations, on a tout le service commercial qui est disponible pour répondre en détail un peu plus loin, puisque ça va être l'heure pour nous de couper ce webinaire. Mais notre équipe, en tout cas, se fait un plaisir de répondre à ces questions qui sont des questions que l'on a très souvent. Donc là-dessus, voilà ce qu'il en est au niveau de la réglementation à l'heure actuelle, par rapport en tout cas au matériel qui est utilisé pour une grande majorité des professionnels comme vous. Je vous remercie. Je vais reprendre contact avec vous dans tous les cas. Je vous remercie avec beaucoup. Plaisir. N'hésitez pas, avec plaisir. Merci, merci Hervé, merci Adrien, merci à tous de nous avoir suivis. Samuel, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces échanges très techniques. Je pense que ça a pu apporter pas mal d'éclairage en effet à chacun d'entre vous. Je pense qu'on reconduira ce type d'échange
prochainement, puisque la réglementation ne cesse d'évoluer et donc du coup, il y a toujours des nouvelles questions, nouvelles problématiques. Donc, merci beaucoup à Abot aussi pour votre disponibilité et puis vos réponses très qualitatives. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, le moindre problème. L'équipe du CIDN est aussi là pour vous répondre. Je vais vous envoyer dans la foulée du coup la présentation qui a été faite par Abot et vous aurez prochainement du coup également le lien de la vidéo pour pouvoir faire le replay. En tout cas, merci beaucoup à tous. Excellent week-end à venir et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Bon week-end à tous. Merci à tous. Merci à tous.